able to take back all of this for the workshops and the work that we will do this afternoon. So once again, I thank Diana for having joined us today, and I'm giving her the floor. Merci, voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais parler en français, mais les diapositives sont en anglais et j'essaierai de ne pas trop manger mes mots parce que j'ai ce vilain défaut. Par rapport à ce qu'Yves vient de vous dire, je vais vous faire une petite présentation tout d'abord pour vous expliquer ce qu'est ce qu'on appelle en anglais le Geneva Environment Network. Mais j'aimerais déjà rajouter que c'est le but de ce réseau, c'est pas seulement de faire du outreach sur le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est la voix de l'environnement dans le système des Nations Unies, mais aussi de tous les acteurs qui contribuent à l'agenda mondial de l'environnement. Alors, commençons par vous présenter ce réseau qui existe depuis maintenant plus de 15 ans. Peut-être tout d'abord, pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, notre siège n'est pas à Genève, il est au Kenya, à Nairobi. Mais Genève est notre plus grande duty station, comme on dit en anglais, en dehors après Nairobi. Ici, nous avons de nombreux bureaux qui ont été basés dans la région depuis pour certains, plus de 15 ans, voire 20 ans ou plus. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec d'autres organisations qui, elles, ont leur siège ici à Genève. Et je vais vous donner quelques exemples dans un instant. Je vais revenir tout d'abord sur la création du réseau. Il a été créé à la fin des années 90, comme on dit en Suisse, pour ceux qui viennent de pays plus des années 90. À la fin de ces années, deux conventions qui avaient un siège... qui avait un secrétariat temporaire à Genève, le UNFCCC, donc la Convention sur les changements climatiques qui est basée à Bonn, et la Convention pour combattre la désertification qui est aussi à présent basée à Bonn, avaient donc un secrétariat intermédiaire ici à Genève, et elles ont quitté Genève pour s'installer à Bonn. Il y avait donc une inquiétude de la part des autorités suisses, mais aussi de tous les acteurs de la Genève internationale de l'environnement, qui étaient nombreux, que cela puisse arriver pour le siège d'autres organisations. À cette époque, la Confédération négociait l'obtention à Genève de secrétariat de conventions chimiques. Et donc, il y avait cette inquiétude. Le plus mieux, la Confédération se sont mis ensemble et ont créé ce réseau qui regroupe tous les acteurs de la Genève internationale de l'environnement. Il faut savoir que depuis le début des années 70, 70, pour les plus francophones d'entre vous, Genève a été très active dans la préparation de grandes conférences internationales dans le domaine de l'environnement. La préparation de la conférence de Stockholm de 1972-72. Toute la préparation de cette conférence, ou une grande partie de la préparation de cette conférence s'est faite depuis Genève. Donc il y avait vraiment dans cette région de nombreux acteurs qui contribuaient à l'agenda global de l'environnement. Il faut savoir que des organisations, par exemple, comme l'UICN, ont été basées dans la région, ils sont à Gland à présent, sur le canton de Vaud, mais c'est juste à côté. Ils ont été créés dans les années 40 et ils ont été basés dans le canton de Vaud, donc depuis les années 40. Donc de nombreux acteurs qui s'intéressent à des questions environnementales basées dans cette région depuis de nombreuses années. Et donc ces deux facteurs ont conduit à la création de ce réseau environnement de Genève. Avant la création de ce réseau, il y avait déjà eu des tentatives de guides sur les acteurs dans la région active dans le domaine de l'environnement. Un guide qui avait été édité par l'État de Genève, qui est maintenant devenu le guide vert de Genève que nous éditons nous-mêmes. Et donc, fin 1998, la création de ce réseau. Et au même moment, on crée aussi ce qu'on appelle la Maison internationale de l'environnement, qui est à Châtelaine. Je sais que j'ai vu une ou deux personnes qui étaient dans la salle à Châtelaine l'autre jour.
cette maison internationale de l'environnement, elle, avait été en discussion déjà depuis de nombreuses années. Dans les années 80, il y avait eu la commission Brundtland qui avait son siège à Genève. Et déjà à l'époque, on avait parlé de mettre sous un même toit tous les acteurs qui s'occupaient de développement durable ou d'environnement. Et donc finalement, avec le départ des deux secrétariats de ces conventions, cette maison internationale de l'environnement prend vraiment forme. Et ce réseau environnement de Genève est créé. Alors, qui sont les membres de ce... Donc ça, c'est une image de la Maison internationale de l'environnement 1. C'est la première qui a été créée à la fin des années 90. Et puis, nous avons maintenant un deuxième bâtiment qui a été créé 5 années plus tard, dans lequel Yves a son bureau. Alors, qui sont les membres de ce réseau ? Vous avez les différents bureaux du PNUE qui sont basés à Genève, donc du Programme des Nations Unies pour l'environnement, mais aussi différents programmes ou bureaux des Nations Unies qui s'occupent de questions environnementales. Il faut savoir qu'en 2007, le secrétaire général des Nations Unies a donné mandat à toutes les organisations internationales de verdir leurs activités et de développer des activités sur les changements climatiques. Nous étions 2 ans avant la conférence de Copenhague, donc c'était important de préparer une contribution importante du système des Nations Unies pour cette conférence. Donc même les organisations pour lesquelles on voit moins d'évidence de travail sur le domaine de l'environnement ont commencé au moins à développer des programmes dans le domaine des changements climatiques, par exemple. Les agences spécialisées, certains instituts universitaires. À Genève, par exemple, à l'Université de Genève, vous avez un institut pour l'environnement. Vous avez à l'université, à la faculté de droit, un institut spécialisé dans le droit international et notamment le droit international de l'eau, avec des activités très reconnues au niveau international. Ce qu'on appelle des business organizations en anglais, pour vous donner 2 exemples, vous avez à Genève le World Economic Forum, c'est ceux qui organisent le sommet de Davos chaque année en janvier, qui est très connu. Vous avez le World Business Council for Sustainable Development, c'est plus facile pour moi de donner leur nom en anglais, qui sont très actifs et très reconnus dans leur domaine. Vous avez plusieurs ONG, parmi les plus connus, vous avez par exemple le siège du WWF international, qui est dans la région genevoise, il est sur le canton de Vaud, mais à quelques pas de Genève. Vous avez l'UICN qui a son siège ici. Et puis des ONG beaucoup plus petites. Vous avez Earth Justice qui a un bureau de liaison à Genève et quelques autres ONG. Et puis les autorités locales sont également membres de ce réseau, la Confédération et puis le canton et la ville de Genève. Il y a actuellement 100 acteurs qui sont membres donc 100 organisations ou programmes qui sont membres de ce réseau, tous contribuant à l'agenda mondial de l'environnement. Ce qui a changé depuis la création du réseau, donc quand le réseau a été créé, il y avait une 50aine d'acteurs, donc on a doublé le nombre d'acteurs. Ce qui s'est passé, c'est que vous aviez des sujets qui n'étaient pas du tout couverts à l'époque et qui sont maintenant traités. Par exemple, les déchets électroniques, qui est devenu un sujet où plusieurs acteurs à Genève ont vraiment des compétences dans ce domaine. Au BIT, pour tout ce qui est extraction des minerais pour créer tout le matériel électrique. L'UIT, l'OMPI pour tout ce qui est propriété intellectuelle, l'ISO pour tout ce qui est normes qui contribuent à la fabrication de ce matériel. Mes collègues de la Convention de Bâle pour tout ce qui est transport des déchets relatifs à ces déchets une fois que le matériel électronique devient vraiment déchet. Donc beaucoup d'acteurs investis dans la lutte pour diminuer les quantités de ces déchets électroniques et pour faire en sorte qu'ils soient moins toxiques. Aussi, tout ce qui est green technologies, c'était un sujet qui n'était pas couvert à la fin des années 90 et maintenant vous avez à peu près les mêmes acteurs que j'ai cités tout à l'heure qui sont impliqués dans ces domaines. Donc des nouveaux domaines qui font qu'on a plus d'acteurs impliqués dans cette Genève internationale sur des questions environnementales et puis des nouveaux bureaux aussi. Donc ou des organisations nouvelles comme UN-RED qui est né il y a quelques années, qui sont venus s'installer à Genève, ou des organisations qui avaient déjà des sièges ailleurs et qui ont ouvert des bureaux de liaison à Genève. Parmi les plus connus, pour ceux d'entre vous qui sont actifs sur des questions environnementales, le Global Footprint Network, par exemple. Voilà. Et puis, j'ai cité tout à l'heure le mandat donné par le secrétaire général en 2007 à toutes les organisations pour qu'elles verdissent leurs activités et pour qu'elles développent des activités en lien avec les changements climatiques.
Donc tout ça a conduit à renforcer cette Genève internationale de l'environnement. Et comme je l'ai dit auparavant, maintenant, actuellement, 100 organisations, bureaux, programmes sont actifs sur des questions environnementales à Genève. Alors, quelques exemples de questions, de sujets sur lesquels beaucoup du travail au niveau mondial est piloté ou coordonné depuis Genève. Vous avez ici six sujets qui sont mentionnés. Tout ce qui touche l'économie verte, le commerce vert, ce qu'on appelle l'emploi vert. Sur ces domaines-là, vous avez mes collègues de ce qu'on appelle en anglais Economics and Trade Branch du PNUE, qui sont basés à Genève. Ils sont basés à Genève parce qu'ils travaillent en étroite collaboration avec d'autres acteurs très importants sur ce sujet, par exemple l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le BIT, le Bureau international du travail, et puis plusieurs ONG qui sont très actifs sur ces sujets. Donc à la Maison de l'Environnement, on a deux, l'IESD et l'ICTSD. Elles sont plus connues par leurs acronymes. Un deuxième sujet qui est listé ici, c'est tout ce qui touche les produits chimiques et les substances dangereuses, les déchets dangereux. Vous avez à Genève 4 conventions qui ont leur siège ici. Genève est connue comme étant le UN Hub pour tout ce qui touche les produits chimiques. Donc tous les acteurs onusiens des produits chimiques sont basés à Genève. Vous avez un rapporteur spécial qui s'occupe de ces questions-là auprès des droits de l'homme. Vous avez nos collègues de l'Organisation mondiale de la santé qui sont aussi très actifs sur ces questions-là. Par contre, en termes d'ONG, oui, on a les bureaux de liaison Earth Justice et Ciel qui sont actifs. Mais vous avez énormément d'ONG actives sur des questions chimiques qui n'ont pas leur siège à Genève. Elles se déplacent à Genève quand elles ont quand il y a des conférences internationales, mais elles ne sont pas forcément suffisamment, on va dire, représentées à Genève. Vous avez aussi du côté des syndicats plusieurs représentants qui s'occupent vraiment de questions de produits chimiques au niveau des syndicats. Un troisième sujet qui est listé ici, c'est les changements climatiques. Bien que Bonn soit connue comme étant la ville dans le système des Nations Unies regroupant les acteurs du changement climatique, Genève reste néanmoins une plateforme importante pour ces questions-là. Pourquoi ? Parce que vous avez ici le siège de l'Organisation mondiale de la météorologie. Vous avez ici ce qu'on appelle en anglais IPCC, mais en français le GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur les changements climatiques. C'est ceux qui produisent chaque 5 ans ces grandes évaluations sur les scientifiques des changements climatiques. Vous avez le fameux mandat dont je parlais que le secrétaire général des Nations Unies a donné en 2007 à toutes les organisations de travailler sur les changements climatiques. Donc chaque organisation à Genève travaille sur ces questions. Vous aviez le secrétariat RED et puis plusieurs ONG qui travaillent sur ces questions. Donc les changements climatiques restent un sujet sur lequel beaucoup de travail au niveau mondial est coordonné depuis Genève. Vous avez l'eau. Vous avez une convention sur l'eau qui est gérée par mes collègues de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, ou convention d'Helsinki. C'était une convention qui était pour la région pan-européenne, mais qui est maintenant devenue une convention mondiale, globale. Vous avez mes collègues de l'Organisation mondiale de la météorologie qui s'occupent de ces questions. Vous avez le secrétariat de la convention Ramsar qui est à Gland. L'UICN aussi travaille sur des questions, beaucoup de questions liées à l'eau, y compris le WWF international aussi. Et puis la Confédération a lancé au début de cette année une plateforme pour l'eau, le Geneva Water Network Platform, qui s'occupe plutôt de questions de eau et sécurité. Et qui regroupe beaucoup de ces acteurs qui travaillent sur l'eau. Et vous avez plusieurs ONG, des petites et des plus petites, des moins grandes. J'en ai cité quelques-unes. J'ai cité le WWF International, par exemple. Mais vous avez des plus petites ONG telles que l'IRA. C'est une petite ONG qui s'occupe de récupération d'eau de pluie et de projets en lien avec la récupération d'eau de pluie, qui a son siège aussi à Genève. Donc, en ce qui concerne les thématiques de l'eau, vous avez aussi un certain nombre de choses qui sont pilotées depuis Genève. La fédération, le CICR aussi, a pas mal d'activités en lien avec l'eau ou l'assainissement. Vous avez aussi une organisation, un secrétariat géré par les Nations Unies qui s'occupe de tout ce qui est assainissement d'eau, le WSSCC, qui ont leur secrétariat à Genève. Donc, c'est très varié les domaines que ça touche. Vous avez Waterlex aussi comme ONG qui s'occupe de questions en lien avec le droit de l'eau. Vous avez un rapporteur spécial
aussi sur des questions de l'eau, donc pas mal d'acteurs différents qui touchent à ces questions. Les droits de l'homme, Genève est connue pour être la ville des droits de l'homme. Donc vous avez un rapporteur spécial sur l'environnement, John Knox, un Américain. Mais vous avez aussi des rapporteurs spéciaux sur d'autres questions, donc en lien avec les produits chimiques, avec l'eau ou d'autres sujets. Éventuellement aussi le droit à l'alimentation, qui ont des activités qu'on pourrait rattacher aussi à des domaines comme l'environnement. Et donc, il y a pas mal d'activités, bien que ces rapporteurs, pour la plupart, ne vivent pas toute l'année à Genève. C'est ici qu'ont lieu les grandes réunions. Et donc, beaucoup d'activités dans ces domaines-là sont vraiment coordonnées et pilotées depuis Genève. Le dernier sujet qui est mentionné ici, c'est tout ce qui touche la gestion des catastrophes et la prévention des catastrophes et ce genre de choses. Vous avez à Genève le siège de l'ISDR, qui est l'organisation phare dans le domaine de la réduction des désastres dans le système des Nations Unies. Vous avez une partie de l'action humanitaire des Nations Unies qui est aussi basée à Genève. Vous avez mes collègues au PNUE qui s'occupent d'évaluation post-conflit et post-désastre, qui sont basés à Genève d'ailleurs parce que vous avez ces autres acteurs qui sont basés ici. Donc on peut dire aussi que sur ce sujet-là, beaucoup d'activités au niveau mondial sont pilotées et coordonnées depuis Genève. Un sujet qui n'est pas mentionné ici, c'est la biodiversité. Elle n'est pas mentionnée ici, mais vous avez quelques acteurs importants dans le domaine de la biodiversité. Vous avez notamment la CITES, qui est la convention qui s'occupe du commerce des espèces en danger. Vous avez l'UICN, le WWF international, qui travaille aussi pas mal sur des questions de biodiversité. Donc il y a aussi certaines activités en lien avec la biodiversité qui sont pilotées depuis cette région. Mais il y a de grands acteurs qui ne sont pas basés dans la région. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans vous ne retrouvez pas la biodiversité dans cette liste. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques grands acteurs. Alors je vais juste revenir sur quelques-uns de ces sujets. Donc je vous ai parlé j'aurais pu venir directement sur ces pages une par une, elles étaient là pour ça. Donc tout ce qui touche l'économie verte, les emplois verts et le commerce vert. Un certain nombre de rapports qui ont été publiés ces dernières années et qui, pour tous les gens qui travaillent sur ces thématiques, sont tous des rapports qui sont assez reconnus. Tout ce que les Nations Unies produisent est disponible gratuitement sur leur site. Donc c'est facile de retrouver tout ça en ligne. Donc je vous ai parlé aussi des produits chimiques en vous mentionnant donc une des raisons pour lesquelles tous mes collègues qui s'occupent de produits chimiques auprès des Nations Unies pour l'environnement sont basés à Genève, c'est parce que quand cette branche a été créée, elle travaillait et elle travaille toujours en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est pour cette région qui se sont retrouvés aussi à Genève. Et là, vous avez quelques exemples de rapports qui sont sortis ces dernières années ou de points importants. Les changements climatiques, ça, ce sont les rapports que le GIEC a publiés l'année dernière. Je vous ai mentionné tous ces acteurs. Le Water Hub aussi. Là, c'est une photo du rapporteur spécial sur l'eau, l'actuel rapporteur. Et puis, Genève, la ville pour les droits de l'homme. Disaster Management. Voilà, le but, c'était de vous les présenter slide par slide, mais j'avais oublié que j'avais rajouté ces slides. Revenir un peu sur les activités du secrétariat du réseau environnement. On est un tout petit secrétariat. Et là, on revient plus dans le but de ma présence aujourd'hui, c'est aussi vous parler de comment on communique et à quoi on sert. Il faut savoir qu'à Genève, vous avez 176 pays qui sont accrédités auprès des Nations Unies. C'est moins qu'à New York, mais c'est beaucoup plus qu'à Nairobi, où le PNUE a son siège. Donc c'est un endroit où on peut facilement impliquer différents pays, où on peut facilement communiquer avec ces pays et travailler avec eux sur les sujets sur lesquels on travaille et qui sont d'importance pour nous. Par exemple, avant chaque grande conférence, ce qu'on appelle les COP, les conférences des parties, donc les grandes conférences, les grandes négociations, avant chaque grande négociation, on informe les pays sur les préparatifs de ces conférences. Et après chaque grande négociation,
On a aussi des séances d'information sur tout ce qui a été discuté, quels sont les outcomes, les grandes finalisations de ces négociations. Et donc, nous, comme secrétariat, on organise beaucoup de ces tables rondes, discussions, séances d'information à destination des acteurs de la Genève internationale. Donc, les 176 pays qui sont accrédités auprès des Nations Unies, mais aussi toutes ces nombreuses organisations internationales qui sont basées à Genève, les nombreuses ONG qui sont basées ici. On organise quelques événements publics comme la Journée mondiale de l'environnement. Là, vous avez une image de la Journée mondiale de l'environnement de 2010, dont le thème était la biodiversité. Cette année-là, on avait ouvert le parc du Palais des Nations au public. On avait aussi organisé les portes ouvertes de l'OMPI et un certain nombre d'activités sur la place des Nations. Peut-être, ce que je rajoute aussi, c'est que notre secrétariat fait beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans la Genève internationale de l'environnement, c'est-à-dire qu'on diffuse beaucoup d'informations sur les différentes réunions, pas seulement celles qu'on organise nous, mais surtout celles qu'organisent les différents membres de notre réseau. Donc à travers nos réseaux sociaux que vous avez ici, à travers notre site web qui est indiqué tout en bas de la page, et à travers des mails que nous diffusons régulièrement. Nous informons des différentes réunions qui ont lieu à Genève, aussi les postes vacants dans ces différentes organisations. Ce sont toutes des informations que nous faisons circuler, aussi quelques cours. Nous travaillons beaucoup avec ce genre d'outils. On participe toutes les conférences. On utilise les réseaux sociaux. Les 3 réseaux sociaux principaux qu'on utilise sont les 3 que vous avez, qui sont indiqués là. Facebook, Twitter, Instagram. On ne fait pas plus parce qu'on est aussi un petit secrétariat et que je ne sais pas si vous avez eu des présentations faites par des collègues qui travaillent dans des organisations internationales ou pas, mais plusieurs organisations ont des équipes de plusieurs personnes qui travaillent seulement sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont 4 ou 5 dans des organisations à ne faire, et même parfois 4 ou 5 par région. Donc, il y en a 4 ou 5 qui s'occupent de l'Afrique, 4 ou 5 pour l'Europe, 4 ou 5 pour l'Amérique du Sud. Pour travailler sur ces réseaux sociaux. Nous, ce n'est pas du tout le cas. On est une toute petite équipe et on fait tout à la fois. On organise nos réunions, on met à jour notre site, on participe à des événements comme celui-ci et puis on diffuse de l'information. Et donc, voilà, donc c'est les 3 vecteurs qu'on utilise principalement et beaucoup Twitter lorsque on participe à des conférences pour la communication instantanée. Voilà pour ce qui était de la brève présentation du réseau. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Yves, parce que tu nous connais bien. Ce qui est intéressant, c'est que comment est-ce que vous faites justement l'utilisation par rapport à une conférence de Facebook, de Twitter ou d'Instagram? Comment est-ce que vous organisez pour... Alors nous, on reçoit, les membres de notre réseau nous contactent régulièrement pour nous annoncer, pour nous demander de diffuser de l'information parce qu'ils veulent plus d'intervenants à leur conférence. Donc on a un agenda qui est disponible sur notre site. Attendez, je vais juste vous montrer le site. Voilà. On a un site sur lequel on diffuse de l'information sur la partie de gauche, vous avez nos événements à nous, passés. Événements déjà passés. Dans les événements à venir, il y a à peu près tout. Il n'y a pas que juste nos événements. Quand c'est notre événement, c'est indiqué. Puis il y a les événements de tous nos partenaires, ou presque tous, parce qu'à Genève, il y a tellement de choses que ce n'est pas toujours évident d'avoir... Donc, on est informé. Donc, on sait à peu près chaque semaine ce qui se passe. Et donc, on programme. Donc, c'est facile... sur des outils tels que Facebook, Twitter, etc., vous avez des outils pour programmer vos diffusions d'informations. Vous n'êtes pas obligé de le faire instantanément. Donc, pour toutes les conférences qui ne sont pas à nous, il y a un certain nombre de choses qu'on programme à l'avance pour que ça apparaisse la veille, quelques jours avant. Parfois, nos partenaires nous préviennent que là, il manque de participants, pas assez de gens se sont enregistrés. Donc, on fera peut-être un peu plus de publicité pour certains événements. Donc, on programme sur Instagram aussi. En fait, il y a des outils qui permettent de programmer à l'avance. Donc, quelques jours à l'avance, vous pouvez programmer ce que vous allez publier en ligne. Les plus jeunes d'entre vous, il y a quand même tous assez jeunes, hein. Donc, ce sont tous des outils que vous utilisez assez souvent, j'imagine, et puis que vous maîtrisez sûrement très bien.
Donc ça, c'est une bonne façon Et après, quand on participe nous-mêmes à des événements, on prend des photos, on va prendre certains messages clés. Souvent, pour certaines conférences, les responsables de communication ont déjà défini des messages clés qu'on va diffuser à l'avance. Sur Twitter, comme vous le savez, il y a un certain nombre de caractères précis, donc on ne peut pas dépasser plus de 140 caractères. Donc il y a des spécialistes de communication de ces différentes organisations qui ont déjà défini à l'avance les messages qu'ils veulent diffuser, avec les hashtags qu'il faut utiliser, avec les personnes qu'il faut citer dans le message à diffuser. Maintenant, ça c'est le cas des très grandes organisations onusiennes. Pour les plus petites ONG, ce n'est pas toujours le cas. Mais on voit qu'il y a pas mal d'efforts dans ce sens. Donc, de plus en plus, à l'avance, les gens préparent les messages. Et il y a maintenant de plus en plus le réflexe de définir les hashtags à utiliser pour une conférence. Donc, on organise une conférence, on va directement à l'avance définir le hashtag de la conférence. Ça, c'est maintenant quelque chose d'assez courant. Il y a quelque chose que je voulais vous dire pendant ma présentation et que j'ai oublié de vous dire, c'est... Et après, je reviendrai là-dessus pour vous expliquer un peu plus comment on communique. C'est quand cette maison internationale de l'environnement a été créée, en fait, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, Twitter, Facebook, tout ça, ça n'existait pas. Certaines organisations avaient des sites web, mais pas toutes encore. Et donc, quand la maison a été créée, l'idée, c'était d'avoir un centre de documentation, une bibliothèque. Et donc, il y avait une bibliothèque. On a hérité de pas mal de livres. Il y avait pas mal d'organisations qui n'avaient pas les moyens d'avoir des bibliothécaires. Donc, beaucoup de gens nous offraient leurs livres. On essayait de réorganiser ça, etc., etc. Maintenant, c'est sûr que depuis, les choses, elles ont bien changé. Maintenant, les gens vont plus tellement ils vont rarement, avec certains chercheurs qui préparent des thèses bien spécifiques, se rendent dans les bibliothèques. Mais maintenant, vous pouvez trouver aussi beaucoup de livres en ligne ou les commander directement en ligne. Vous avez plusieurs centres de documentation qui ferment et des bibliothèques qui se renforcent. Donc, à l'époque, quand on a créé ce réseau, l'idée était de montrer donc que Genève, il y avait plusieurs acteurs à Genève qui étaient très actifs sur des questions environnementales à l'échelle globale. Donc, que Genève était une place attractive. De créer ce centre de documentation où les gens pouvaient venir trouver de l'information, échanger. Il y avait des réunions, dans les premières réunions que le GEN a organisées, il y avait des réunions des différents responsables de communication de tous ses membres pour discuter de comment mettre en place des sites web efficaces et ce genre de choses. Maintenant, la plupart de ces organisations ont parfois, les grandes, 3-4 personnes qui s'occupent de leur site web seulement. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et donc ça, c'était les débuts du GEN. C'était le centre de documentation et puis organiser des réunions des différents partenaires. Est-ce qu'il faut créer un site web ou pas? Comment on peut mutualiser nos ressources pour améliorer nos sites web et ce genre de choses. Entre-temps, vous avez vu la révolution qu'il y a eu dans le monde du web. C'est tous les outils qui existent actuellement, plus tous ces réseaux sociaux qui se sont développés. Donc il y a une vraie révolution dans ce domaine-là. Donc le centre de documentation est plutôt vraiment redevenu un endroit où on distribue ce que certains impriment encore, parce qu'il y a de moins en moins d'organisations qui impriment du papier. Maintenant, la plupart des documents sont des e-documents, des documents en ligne, des PDF que vous retrouvez sur les sites. Et donc ceux qui impriment encore, les documents sont disponibles dans notre centre de documentation. On a arrêté de maintenir une bibliothèque comme il faut, parce que maintenir une bibliothèque, ça demande du personnel, ce que nous, on n'avait pas. Et puis, on a plutôt développé la partie réseaux sociaux, parce que ce qui intéresse les gens maintenant, c'est être informé sur la minute de ce qui se passe, c'est avoir un site où on peut trouver les références qu'il faut, qui fait quoi, où, comment. Et donc, on a plutôt... l'évolution de notre secrétariat et de notre structure a pas mal changé, parce que maintenant, la plupart des informations, c'est plutôt en ligne qu'on va les retrouver. Voilà, et ça, je voulais le mentionner pendant la présentation, et puis j'avais oublié. Donc, c'est pour ça que je suis revenue là-dessus. Et donc, on a à peu près l'agenda des réunions qui se passent à Genève. Il faut savoir aussi que parfois, des gens organisent des réunions en 3 jours.
On sait que telle et telle personne est de passage à Genève ou il y a telle et telle conférence et puis on n'a pas fait un side event là-dessus, mais il y a quand même des gens intéressants. Et parfois, vous avez des réunions organisées en moins d'une semaine. Donc, ça a aussi des implications sur la façon dont vous communiquez parce que, voilà, il faut... les gens ont l'impression qu'on n'était pas au courant avant et que les choses arrivent tout d'un coup. Mais non, mais parfois, c'est l'actualité qui veut ça. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on planifie à l'avance. Et puis, il y a tout ce qu'on fait instantanément. Quand nous, on participe à des conférences, toutes celles qu'on organise nous-mêmes, où là, on tweet sur ce que disent nos intervenants, ou on retweet les comptes officiels des intervenants à nos conférences. Pour nous, c'est très important de mettre toutes les sources. Donc, comme on est un réseau, souvent, plutôt que faire notre propre tweet, de retweeter vraiment ce qu'a dit le membre du réseau, enfin, d'utiliser le compte officiel du membre du réseau aussi pour lui donner plus de visibilité. Donc ça, ce sont les différents outils que nous on